Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lestat JDR et sur ce second atelier JDR consacré à la préparation de campagne. En tout cas, ma vision. La dernière fois, on a vu comment je proposais un questionnaire aux joueurs pour savoir un peu ce qu'ils avaient envie de faire et de voir dans une campagne. À partir de ce questionnaire, je construisais une prémisse de campagne, un concept de campagne, ou même trois, et je laissais choisir les joueurs. Les prémices de campagne résumant un peu l'ambiance globale et les thématiques de la campagne, et on s'en était arrêté là. Pour rappel quand même, je prends exemple, j'utilise ma campagne Les Larmes de Mornejour comme exemple, c'est une campagne donc, qui s'est terminée, je l'ai déjà dit, donc il n'y a plus de spoiler. Et donc, voici les prémices que l'on avait élaborées, c'est là qu'on en était resté. Alors, je vous laisserai faire pause et lire si vous voulez, mais pour ceux qui écoutent seulement, en gros, on est sur une campagne qui va se centrer sur un duché, le duché de Mornejour, qui se situe dans le royaume de Pharès, dans mon univers perso. Et c'est un duché qui, après la guerre des Trois Couronnes, est, comment dirais-je, il est en perdition, tant économique qu'en termes d'autorité. Le duc n'est plus capable d'asseoir son autorité ni sur les gens, des bandes de pillards, des choses comme ça, ni sur ses propres vassaux qui commencent à convoiter le duché. Son fils, ce duc, est mort à la guerre, donc il n'a plus d'héritier, enfin en tout cas son héritier direct n'est plus là. Donc voilà, on est vraiment sur une campagne dont la thématique est la perdition d'un duché et le destin de ce duché. Que va-t-il devenir? Va-t-il connaître une renaissance? Va-t-il sombrer? Va-t-il prendre une autre direction? Et donc, l'idée est que les personnages joueurs soient des acteurs de ce destin du duché. Voilà en gros l'essence des prémices du concept de cette campagne, et on en était resté là. Lorsqu'on a les prémices, ce que j'aime faire, c'est ancrer les joueurs, les personnages dans ces prémices. Et donc, soit je vois ça avec chaque joueur, soit je fais une session 0 et je conseille d'ailleurs la session 0, j'en ai fait une et j'ai trouvé ça très bien pour ma campagne actuelle, Les Enfants du Fleuve. D'ailleurs, lorsque la session 0 sera diffusée sur Pilule Rouge, j'ajouterai le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez visionner cette session 0, pour que vous voyez vraiment comment je procède. Mais en gros, la session 0, c'est la création des personnages. Les joueurs me proposent des concepts de personnages, ils me disent ce qu'ils ont envie de jouer, tout en ayant en tête, bien sûr, le concept de campagne qui a été choisi. Et moi, je travaille avec eux pour rattacher ces éléments d'histoire qu'ils me donnent à la campagne. Et on travaille ensemble. Voilà, je leur propose des choses par rapport à ce qu'ils m'ont donné. Ils ont la priorité, si vous voulez, sur le concept global, sur même des éléments d'histoire. Et on essaie de raccrocher ça ensemble. C'est un travail vraiment collaboratif. Donc je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. La campagne a commencé avec 2 joueurs. Après, il y en a eu 3, mais il est venu plus tard. Donc on va rester sur les 2. Il y en a un qui voulait jouer un peu un guerrier, un noble, mais qui avait fui sa famille parce qu'il avait des problèmes avec cette famille. Je vous passe les détails. Et l'autre voulait jouer une femme issue des terres du Nord, un peu à la viking. Et dans son histoire, elle avait un fiancé qui avait disparu, si je ne me trompe pas. Voilà en gros ce qu'ils m'ont proposé, vraiment en très gros. Il y avait plus de détails que ça, mais ce sont les éléments importants. À partir de ça, la session 0, enfin nos discussions, ont donné la chose suivante. Le noble un peu guerrier, j'en ai fait le neveu bâtard du duc de Mornejour, qui l'a retrouvé et l'a invité au duché, dans l'optique, mais ça je ne l'ai pas dit, d'en faire son héritier. D'accord? Donc là, c'est un moyen d'intégrer vraiment ce personnage joueur à l'histoire, de lui donner une motivation personnelle, parce que l'ancrage personnel des personnages joueurs dans une campagne est très important. Ce sont eux les protagonistes, et c'est ce qui donne des histoires vraiment viscérales, c'est le côté personnel. Et en plus, ça le mettait dans une position un peu de pouvoir, il pourrait vraiment devenir un acteur du destin du duché en ayant une position comme ça proche du duc. Je trouvais ça très intéressant et lui aussi, le joueur, donc on en a décidé ainsi.
On a décidé ainsi. Le second personnage, donc Serra, on en a fait la demi-sœur. Je vous passe les raisons de pourquoi demi-sœur, pourquoi. Je vous passe les détails là-dessus, mais la demi-sœur de l'autre personnage, parce qu'on s'est dit comme ça justifie le fait qu'elle l'accompagne et qu'elle réponde aussi à l'invitation du duc. Mais ça suffisait pas, parce que là, ça en fait juste un personnage secondaire qui va juste suivre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris l'idée du joueur d'avoir un fiancé qui a disparu, et on a fait de ce fiancé l'agent du duc, le noble même, que le duc avait envoyé pour retrouver son neveu bâtard. Ça explique comment elle a pu faire sa connaissance, et quand il est reparti au duché de Mornejour, eh bien c'est là-bas qu'il a disparu. Et donc ce personnage, Serra, a une motivation bien personnelle pour aller au duché, c'est savoir ce qui est arrivé à son fiancé. Et donc comme ça, on a deux personnages avec de vraies motivations personnelles pour y aller. C'est d'autant plus important qu'à ce stade, le sort du duché, ils n'ont pas vraiment un rapport très émotionnel avec ça. Donc il faut les investir autrement. Et donc c'est le moyen qu'on a trouvé. Donc voilà, à ce stade, nous avons les prémices, le concept de campagne, les personnages, leur ancrage de départ dans l'histoire, et c'est donc le moment de s'attaquer vraiment au gros du sujet, ce que j'appelle la toile de fond de la campagne. C'est vraiment de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La toile de fond de la campagne, qu'est-ce que c'est ? Cela n'a rien à voir avec les scénarios, avec les sessions qu'on va préparer. On ne sait pas du tout dans quel ordre ça va arriver à ce stade. On n'a pas d'agencement, on n'a pas de séquençage des événements à ce stade. La toile de fond va permettre de développer, pas tout de A à Z, mais déjà une partie des éléments importants de la campagne qui vont intervenir. Quels sont ces éléments ? Bien, je vais vous les noter ici, mais en gros, moi c'est comme ça que je les définis. On a les conflits problématiques, on a les personnages importants, on a les factions, et on a les lieux importants. Alors vous avez sans doute d'autres idées, mais je trouve que la toile de fond regroupe ces quatre éléments. J'ajouterais même les mystères, qui sont un peu un cas particulier, parce qu'un mystère, ça se construit. J'en ferai peut-être un atelier JDR. Mais voilà, je pense que ça se résume assez bien. Pas besoin de définir les personnages, vous savez ce que c'est, les lieux, c'est pareil. Les factions, bon ben voilà, sont les organisations, les groupes qui peuvent s'affronter. Et les conflits, les problématiques, c'est le plus important. Ce sont les enjeux. Qu'est-ce qui va se produire pour qu'il y ait une histoire et que les joueurs soient impliqués ? Donc c'est fondamental. D'ailleurs, il y a une chaîne qui s'appelle Dungeon Craft et le gars qui se fait appeler Professor Dungeon Master, il dit que les maîtres du jeu ne sont pas des conteurs, mais sont des créateurs de conflits. Alors moi, je trouve que les maîtres du jeu sont aussi des conteurs, mais j'aime beaucoup sa définition. Donc la préparation de la toile de fond, c'est aussi créer des conflits qui vont exister, plusieurs de préférence. Plus on en met, plus ça va être complexe, plus il y aura d'enjeux, plus ça donnera des choix, des choses comme ça. Par contre, on ne prépare pas la manière dont ils vont être réglés. On ne sait pas. Comme je le dis, il n'y a pas de séquençage. On est dans l'état des lieux. Que se passe-t-il ? Qu'y a-t-il dans le cadre de campagne en termes de lieux, de personnages, de motivation de personnages ? Je rajoute et leur motivation pour les personnages. Ça, c'est crucial. C'est même très important. Parce qu'une fois que vous avez tout ça, une fois que vous avez les conflits, les problématiques, les personnages importants, leur motivation, les motivations des factions aussi, ça, il faut le dire, vous avez un cadre de campagne, aussi large soit-il ou aussi même restreint soit-il d'un point de vue géographique, qui sera dynamique. Et vous pourrez toujours partir de ces éléments-là pour chercher l'inspiration et préparer vos sessions et vos scénarios. C'est très facile après de préparer, d'avoir des idées de scénario et d'histoire quand on sait ce que nos personnages importants veulent. Quand on sait ce que nos factions veulent. C'est très facile de partir de là et de dire, bon bah du coup ils vont faire ça, parce que ce qu'ils veulent, parce que ça va aider leur motivation. C'est assez simple. Ça permet de créer des événements aussi. D'ailleurs, je trouve aussi que dans la toile de fond, on pourrait rajouter événements. Sans savoir forcément s'ils vont vraiment intervenir et quand ils vont intervenir, ni dans quel ordre. Ça peut être des idées d'événements. Bien. Comment on va en arriver à trouver tout ça ? Parce que je voudrais aussi vous parler de la manière
de trouver l'inspiration. Là, je vous ai articulé les différentes choses qu'on va retrouver dans une toile de fond, ainsi que l'objectif d'une toile de fond. Comme je l'ai dit, ça devient une source d'inspiration à laquelle on se réfère tout au long de la campagne. Je précise d'ailleurs que cette toile de fond, elle va s'étoffer au cours de la campagne. On ne prépare pas tout au départ, qu'on s'entende. On prépare certains fondamentaux et on n'aura de cesse d'ajouter des choses et également d'en enlever. Il ne faut pas avoir peur de tailler dans le vif. La toile de fond a aussi le mérite de proposer plusieurs centres d'intérêt au personnage si on veut faire quelque chose d'ouvert, et c'était le cas quand même du duché de Mornejour. Je voulais qu'il puisse avoir un large choix dans la manière d'aborder le destin du duché, pas forcément sur une seule problématique. Je voulais qu'ils aient le choix. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on propose des choix multiples, enfin différents éléments, des personnages, des factions, des conflits, et bien même les éléments que les joueurs ne choisissent pas d'aborder peuvent continuer à vivre hors champ. Comme vous savez qu'ils sont là, avec des motivations et tout, vous pouvez faire en sorte qu'ils reviennent dans la tronche des joueurs, même si ceux-ci ne les ont pas abordés. J'ai même envie de dire, justement, s'ils ne les ont pas abordés. Donc ça ajoute une forme de complexité. Libre à vous d'aller dans le très complexe ou d'avoir une version un petit peu plus simplifiée en ajoutant ou enlevant des éléments parmi ceux que je vous propose ici. Bien. Tout ne sera pas structuré au début. Au début, vous n'aurez rien à part vos prémices. Donc ça, c'était vraiment pour vous expliquer comment ça va terminer, ce qu'on aura une fois que ça sera structuré. Mais au départ, moi, je commence par des notes en vrac. Et je note tout ce qui me passe par la tête. Et dans tout ce qui me passera par la tête, il y a plein de choses que je finirai par mettre à la poubelle. Mais au début, je ne structure rien. C'est juste que je finirai toujours par être dans une structure qui ressemble à ce que je viens de vous proposer. Donc je souhaite que vous l'ayez en tête quand même. Mais au début, je vais tout mettre en vrac parce qu'on ne peut pas choisir en fait ce qui nous inspire. On ne peut pas se dire, bon allez, c'est quoi mes conflits, c'est quoi les personnages importants. Enfin, on peut, mais moi je préfère suivre mon inspiration. Peut-être que ça va être un personnage, une faction, une idée, un conflit, un événement, que sais-je. Donc, note en vrac. Forcez-vous à noter tout ce qui vous passe par la tête, même si vous n'avez pas une réponse cohérente à ce pourquoi c'est là. Parce que plus vous allez remplir votre page, moins vous aurez de blanc. Et plus on a de matière, plus c'est facile de trouver l'inspiration, par opposition à une page blanche. Donc je vais vous donner un exemple par rapport à la campagne Les Larmes de Mornejour. Je ne vais pas vous faire toutes les notes en vrac que j'avais faites, mais vous allez comprendre l'idée. Première note, moi je voulais que cette campagne soit une introduction à mon univers personnel. Je voulais faire découvrir cet univers perso à travers cette campagne à mes joueurs. Et en gros, c'est quoi mon univers? C'est réaliste, sombre, violent. Je trouve que ça le caractérise bien. Mais ça me donne une piste. Bon. Et donc, assez vite, je me suis dit, il me faut une problématique, un conflit, peu importe comment vous l'appelez, qui reflète ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, justement, quelque chose de réaliste, sombre, violent, mais humain. Parce que ça va avec le réalisme. Je voulais pas que ce soit quelque chose de fantastique, nécessairement. Et donc, c'était déjà un peu dit dans les prémices, soyons honnêtes, mais la preuve que ça me trottait dans la tête, les notes en vrac viennent puiser aussi dans ce qu'il y a déjà dans les prémices, d'où l'intérêt des prémices. J'avais les bandits qui proviennent de la lande morne. Alors, je vous cache pas un truc, je vous fais une confession quand même, une confession. J'avais aussi préparé, exceptionnellement, je fais pas ça souvent, mais j'avais préparé une carte du duché de Mornejour. Comme ça allait devenir une campagne de zone, je me suis amusé avec Incarnate et j'ai fait une carte. Alors, elle n'était pas aussi étoffée au début, elle s'est étoffée au fil de la campagne, mais pour une campagne de zone, j'avais besoin de ne pas créer au fil de l'eau la géographie de base. Donc j'avoue que ça m'a aussi servi de source d'inspiration. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé du tout de passer par une carte, qu'on soit très clair. Mais là, il se trouve que ça m'a aidé. Et donc, c'est pour ça que dans mes notes, j'avais dit les bandits proviennent de la lande morne, l'élément géographique un peu désertique que je vous ai montré. Je me suis dit, voilà, ils sont là-bas, mais ils viennent dans le duché pour piller. Ils viennent piller les villages. D'accord. Bon, et puis je me dis qui ils sont, parce que vous vous posez des questions dans les notes en vrac. Qui sont-ils ces bandits?
certains sont des vétérans de la guerre des Trois Couronnes. Pourquoi? Simplement parce que ça leur donne corps, ça leur donne une histoire à ces bandits, ça les ancre dans l'univers. Donc c'est toujours bien, quand vous mettez vos notes en vrac, de trouver un moyen qui ancre ces notes en vrac dans le cadre de jeu, dans l'univers. Ça leur donne une réalité, ça leur donne corps. Donc j'avais ça au départ. Il tue, pille, bref. C'était vraiment l'une des problématiques, l'un des conflits. Et en plus, vous voyez, je le note parfois comme ça, symbolise, à mon avis, la perte d'autorité du duc. Donc je le note. Ducal. Voilà, le duc n'est plus capable de gérer les bandits, en tout cas sur les terres un peu éloignées de son château. Et donc, ça le décrédibilise en plus. Et là, on va commencer à voir que d'autres problématiques vont apparaître. Vous voyez, quand on met des notes en vrac, on va se dire, mais du coup, perte d'autorité ducale, donc décrédibilisation. Mais par rapport à qui? Ah, bah là, ça donne d'autres idées. Factions rivales, vassaux ambitieux, autres seigneurs à l'interne, pourquoi pas, qui vont profiter de cette faiblesse d'autorité pour eux se poser peut-être en figure d'autorité capable de résoudre ces problèmes. Vous voyez, ce que j'essaie de vous illustrer ici, c'est qu'à partir de notes en vrac, on va avoir d'autres idées en vrac qui vont commencer à se développer. L'inspiration favorise l'inspiration. Et on va se rendre compte que des conflits, des éléments vont finalement se croiser. Même s'ils sont différents, ils vont avoir un impact sur les autres. Là, c'est un exemple assez frappant. C'est comme ça que ça se passe pour les notes en vrac. Bon, et après, si vous avez des idées, bon là on parlait du duc par exemple, on n'arrête pas d'en parler, les joueurs vont le rencontrer assez vite. Bon, bah, dans les notes en vrac, je peux mettre le duc, et je parle d'un personnage. Et puis j'en fais quelqu'un de cordial, jovial, mais attristé par la mort de son fils. Vous voyez, et ainsi de suite. Et puis là tout de suite ça me fait penser à la famille ducale, sa famille. Bon, il n'y a pas que le duc. Qui y a-t-il d'autre? Je vais y revenir. Mais vous voyez, c'est le fil de pensée. C'est ça que je veux vous illustrer aujourd'hui. Il faut développer un fil de pensée à travers ces notes en vrac. Je vais m'arrêter là pour pas que ça dure trop longtemps. Je pense que vous avez compris la logique. Quand je dis je vais m'arrêter là, je parle des notes en vrac. Parce que là, c'est pas fini. Et ça peut vous faire une liste très importante, y compris des éléments que vous ne garderez pas. Ça, je vous le dis. Là, pour faire assez concis, je ne vous mets que ce qui est utile, mais vous aurez sans doute plein d'idées que finalement vous ne garderez pas. Il faut être prêt à ce sacrifice-là. Bon. Vous allez avoir toutes ces notes en vrac, ça vous donnera plein d'idées, et viendra un moment où il va falloir commencer à les structurer, ces notes en vrac. Mais au début, vraiment, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Ça vous pose des questions. Voilà, le duc, du coup... sa famille, et ça vous donne des idées de personnages à imaginer. La famille ducale, elle vit où? Au château de Mornejour, donc c'est l'un des lieux importants. Vous voyez? Bon, vous voyez, c'est comme ça qu'on développe. Et après, toutes ces notes en vrac, vous allez commencer à les structurer et à les répartir entre ces éléments, ces catégories dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans les conflits, on va retrouver les bandits. Je ne vous les redéfinis pas ici, on a compris. En général, j'ai tendance à copier-coller. D'ailleurs, je vais le faire. Vous voyez? Voilà. Donc on les met dedans, dans les conflits. Et puis, ensuite, une fois qu'on va commencer à avoir des éléments dans ces catégories, on va pouvoir développer ces catégories. Je ne voulais pas qu'un seul conflit, qu'une seule problématique. Je veux quelque chose de complexe. Je veux que les joueurs aient à choisir entre les différents conflits. C'était vraiment important pour moi dans cette campagne. Donc, autre conflit, là on a un conflit vraiment, j'ai envie de dire, un méchant, bel et bien humain, mais qui peut devenir un enjeu politique, parce que après ces bandits, c'est aussi une force armée qui peut être intéressante, si ils peuvent devenir des mercenaires peut-être. Ah, d'ailleurs, pourraient devenir des mercenaires, vous voyez, il faut noter tout ça. Ensuite, on a vu dans les prémices que ça allait être une campagne assez politique. Il y a des seigneurs, il y a des vassaux, il y a le pouvoir royal qui est même là un peu en toile de fond de la toile de fond, si j'ose dire. Donc, je voulais un truc un peu politique, et il faut des factions. Donc là, d'ailleurs on en avait parlé après, on va aller sur la catégorie des factions et on va se dire, mais qui y a-t-il dans les factions? Qui?
eh bien, on a un vassal puissant, un vassal du duc. C'est comme ça que est née la famille de Rivebelle chez moi. D'accord? C'est comme ça, les deux Rivebelle. Bon, je voulais que ce soit un vassal puissant, ambitieux, d'accord? Mais je voulais lui rajouter quelque chose d'un peu plus, un peu de peps. Eh bien, j'ai fait du fils aîné, donc l'héritier des deux Rivebelle, le fameux fiancé du personnage joueur Serra, qui a disparu. Le fiancé de Serra est le fils aîné de la famille, et donc l'héritier, loyal au duc, alors que sa famille est ambitieuse et veut prendre le pouvoir. Et tout ça, ça donne une complexité parce que ça rend cette faction intéressante parce qu'elle est directement liée à l'un des personnages joueurs. Alors même que le personnage joueur va au départ être plutôt lié avec la famille ducale. Et là, vous voyez, ça commence à devenir complexe, ça commence à devenir intéressant, vraiment. Puis je voulais une deuxième faction, enfin une troisième si on compte celle du duc. Euh, parce que là, je voulais quelque chose de plus complexe. Il faut qu'on puisse choisir. Voilà, il faut qu'on puisse choisir avec qui on va s'allier, avec qui on va être ennemi. Et là, on a un ennemi assez, enfin, un rival en tout cas assez évident. Et je voulais un rival qui apparaisse comme un ennemi aux joueurs, mais qui en soit pas forcément un en fait. Je voulais un peu les duper. Et donc je me suis posé une question, et encore une fois c'est ça la démarche, il faut se poser des questions. Pourquoi le duc est-il allé chercher un neveu bâtard pour en faire son héritier? Il n'a pas d'autre héritier potentiel au duché? Je me suis dit si, il a un autre neveu qui est lui sur le duché. Mais alors pourquoi il veut pas que ce neveu soit l'héritier? Eh bien, j'ai souhaité que ce soit pour une mauvaise raison. Et donc, ce neveu du duc, c'est lui l'héritier légitime, neveu du duc, héritier légitime, car le fils du, bon, je ne vais pas le noter, mais car le fils du duc est mort. Et je voulais une mauvaise raison. Et donc je me suis dit, le duc lui en veut d'avoir survécu à la guerre, alors que son fils est mort. Et c'est ça sa vraie raison. Le duc, il peut le retourner comme il veut dans sa tête, c'est ça la vraie raison. Maintenant, il faut qu'il ait une raison un peu factice. Et je me suis dit, le duc lui reproche officiellement de n'être concerné que par sa gloire personnelle. Donc je le note. Et pour cause, et oui, une flèche, oui, c'est pas structuré vraiment, hein, et pour cause, ce neveu est très populaire et est un héros de guerre. D'accord? J'ai voulu faire de ce neveu du duc un commandant ou un guerrier populaire, apprécié du peuple, un héros de guerre. Et d'ailleurs, je vais rajouter son prénom, c'est suite à ça que je l'ai nommé Hector de Mornejour. Et donc son prénom en référence au Hector de Troie, qui est quand même un nom bien connoté, hein, c'est un héros, même si il a couru tout autour de la ville pour échapper à Achille, mais on va essayer d'oublier cet incident un petit peu honteux. Et ce qui est intéressant, et là je vous le dis en termes d'anecdote, c'est que les personnages joueurs ont mis énormément de temps à rencontrer Hector. Ils n'ont pas choisi d'aller le voir pour plein de raisons, ils l'ont rencontré que lors de la dernière partie de la campagne, mais tout du long, ils l'ont vu mais comme un ennemi, un retors, un commanditaire d'assassinat. Ils l'ont même soupçonné d'avoir fait assassiner le fiancé de Serra, parce que ils ne le connaissaient qu'à travers ce qu'en disait le duc. Et c'est ça qui était vraiment intéressant. Et au final, ils ont fini par travailler avec lui et s'allier avec lui sur la fin. Ce qui n'était pas obligatoire, mais c'est ce qui s'est produit. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ils avaient une idée préconçue. Et donc là, j'avais atteint mon objectif. Donc vous voyez, vous avez, on va s'arrêter là pour les factions, mais vous avez deux factions qui ont chacune un élément qui va les rendre intéressantes par rapport aux personnages joueurs. Il faut toujours les avoir en tête, les personnages joueurs. Hein. C'est eux les protagonistes. Donc voilà, on a des factions. Donc là, dans les conflits problématiques, on peut rajouter rivalité entre vassaux et le duc.
voyez, ça rejoint les factions, c'est vraiment ça. Donc on a une problématique avec des bandits bien méchants, mais humains. On a des sujets politiques de prise de pouvoir, donc plus en nuances de gris, avec des camps qu'on va pouvoir choisir. Donc ce sont des problématiques et des conflits d'une autre nature. J'adore ces éléments-là. Faut aimer, hein, mais moi j'aime beaucoup. Et puis, je voulais rajouter quelques autres conflits. Alors, un autre, je pense qu'il en est fait mention dans les prémices, on dit que le duché est affaibli économiquement aussi. Et pour cause, il y a une cité, Elegia, hein, si on la voit sur la carte là, en bas à gauche, Elegia c'est une cité, une riche cité. Malheureusement, voilà, pourquoi ne serait-elle plus finalement aux mains du duché? Peut-être que c'est le pouvoir royal qui en a pris possession et donc c'est un coup dur économiquement. Et donc, Elegia, source économique, ouais, si c'est ça, source de pouvoir économique aux mains du pouvoir royal. Ça peut permettre de ramener d'ailleurs à un moment le pouvoir royal plus tard dans la campagne, comme faction d'ailleurs. Mais là, ça donne une autre dimension. C'est conflit plus citadin. Vous voyez, je l'ajoute. Si jamais les joueurs s'intéressent à redresser un peu le duché de manière économique, ils pourraient aller à Elegia pour peut-être mettre en place des accords avec des marchands et essayer de la ramener dans le giron du duché. C'est une possibilité. Et puis on va terminer sur un dernier conflit, une dernière problématique. C'est vraiment la catégorie la plus importante, hein, je trouve, puisque c'est vraiment autour de ces conflits que tout sera construit. C'est là-dedans que vous pourrez puiser, c'est là-dedans que les joueurs pourront choisir vers quoi ils se tournent. Ça peut s'entremêler, ça peut faire des trucs géniaux. Et je voulais un conflit, une problématique que moi j'appelle toujours le mal incarné. Ah, ça, c'est le méchant c'est moins populaire maintenant. C'est le seigneur du mal qui n'a qu'un seul but, c'est détruire le monde. Le méchant aux motivations simplistes. C'est plus très populaire, ça. Moi-même, hein, je préfère les méchants un peu complexes. Mais le mal incarné, il a aussi ses atouts. C'est The Thing de John Carpenter, c'est Alien le 8e passager, c'est Predator, c'est le Terminator. Encore le Terminator, il a une motivation, mais ce sont des méchants qui ne veulent qu'une chose, c'est détruire. Ils n'ont pas d'émotion, ils veulent détruire. Et c'est ça qui les rend terrifiants. Alors c'est vrai, ils ont des motivations très simplistes, mais ils sont terrifiants, parce qu'ils sont implacables et souvent très, très forts. C'est ce que j'appelle le mal incarné. Et moi, j'aime bien l'avoir, cette problématique, ce conflit, un peu en toile de fond de la toile de fond, justement, en menace comme ça, en épée de Damoclès. Et donc là, chez moi, c'est devenu l'engeance, forme de vie parasitique. Bon, je vous passe les détails, je ne vais pas tout noter. J'avais déjà réfléchi à ce méchant par le passé. C'est voilà, c'est une forme de vie qui se mêle à d'autres organismes vivants, qui les fait muter, un peu comme The Thing de John Carpenter, hein, effectivement, de manière affreuse. Je vous passe d'ailleurs d'autres détails, et qui n'a qu'un seul but, c'est se répandre. Mais c'est horrible comme truc. Alors j'en ai fait un problème global au niveau de mon univers, mais souvent déstructuré, et donc qu'on peut contenir. Mais parfois, un esprit de ruche se développe dans une zone géographique, et l'engeance fait une percée. Et là, ça devient très dangereux. Et donc je voulais qu'il y ait ça, cette menace d'une percée de l'engeance dans le duché. Pour faire de ce conflit quelque chose de complexe, parce que c'est un mal assez simple en termes de motivation, je l'ai dit, eh bien, je voulais que ce qui soit compliqué, c'est trouver la solution pour vaincre cet ennemi invincible. Peut-être que j'en reparlerai, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails pour pas vous faire exploser le cerveau avec toutes ces informations. Mais c'était l'élément que je voulais avoir pour rendre cette problématique complexe, c'est trouver un moyen de battre cet ennemi qui paraît implacable. Donc voilà pour les conflits, il y en a eu d'autres, mais c'est les principaux. En termes de personnages et des motivations, vous voyez, c'est pareil, on peut commencer à réfléchir avec un fil de pensée, même chose comme les idées en vrac. Les personnages, ils vont aller où en premier? Ils vont aller voir le duc, donc ils vont aller au château de Mornejour. D'ailleurs, lieu important. Château de Mornejour.
là où vous essayez de le définir un peu, solide, mais mal entretenu. Une des tours est brisée et abandonnée. Ça donne une âme. C'est ce que j'avais écrit. Hein. Là, je fais texto ce que j'avais écrit. Ça permet de le définir. Ce château, il représente le duché finalement. Donc il faut qu'il soit important. Donc les joueurs vont y aller. Au château, ils vont voir le duc. Donc les personnages importants, ça va être qui? Ça va être la famille ducale. Donc le duc, on le définit. Je l'ai déjà un peu défini tout à l'heure. Mais le duc, il a peut-être une femme. Bon, sa femme, femme du duc. Femme du duc. Moi, je voulais comment elle a réagi vis-à-vis de la mort de son fils. Lui, il a ses responsabilités, ça le maintient un peu. Mais elle, je voulais que elle ne soit plus qu'un fantôme. Fantôme, suicidaire même. Et elle est même suivie par un garde du corps pour éviter qu'elle se suicide. Voilà. Ensuite, il a perdu un fils, mais il a encore des enfants. Bon, sa fille aînée. Fille aînée, je l'ai appelée Blanche. Je vous donne son prénom parce que c'était symbolique. Blanche, elle est froide, calculatrice, bonne politique, mais elle a le duché au cœur. D'accord? Elle est devenue d'ailleurs un personnage assez important dans la campagne, enfin même très important. Et donc j'ai développé la relation, elle est en opposition avec son père parce qu'elle est pro-Hector. Elle veut que son père fasse d'Hector son héritier. Elle ne comprend pas qu'il ne le fasse pas. Donc elle est même en rivalité avec lui. Et puis une fille cadette, je vous donne pas les noms, peu importe, plus rebelle, proche du peuple, proche des bandits. Je me suis posé cette question. J'avais noté ça comme ça. Pourquoi pas? Et il se trouve que dans la campagne, finalement, elle était surtout proche, elle avait un amant qui, lui, était proche des bandits. Je vous passe les détails encore une fois. Et donc c'est intervenu. Donc vous voyez, ce que vous avez dans la toile de fond, dans tous ces éléments, vous allez pouvoir piocher dedans pour les réutiliser. Vous savez jamais vraiment quand, mais c'est là. Et ça vous servira pour vous inspirer. Voilà pour les personnages. Bon, et après, pourquoi pas penser, vous avez les factions là. Bon, mais qui sont les personnages importants de ces factions? Alors Hector, on le sait, mais les deux Rivebelle, qui pourrait y avoir? Il y a le seigneur de Rivebelle, sa femme. Et là, c'est pareil, sa femme, je l'ai appelée Fleur de Rivebelle. Je vous donne son nom cette fois, je sais pas pourquoi. Mais je m'étais inspiré de Catrina Sforza dans la série Les Borgia. J'avais eu vraiment, elle m'avait inspiré. Et donc, elle se trimballait souvent en armure, elle allait sur le terrain. Souvent sur le terrain. Voilà. Charismatique. Bref, vous voyez, c'est chacun des éléments que vous allez avoir, de par vos notes en vrac, que vous avez commencé à structurer, vont se nourrir mutuellement. Vous voyez, je vais dans les factions, ça m'aide à penser à des personnages importants que je vais définir. C'est pareil pour les conflits, les problématiques. Qui incarne ces conflits, ces problématiques? Je vais piocher dans les personnages, et ainsi de suite. Les mystères, c'est un cas à part, on y reviendra, mais l'un des mystères, c'est pourquoi pas? Comment vaincre l'engeance? Comprendre l'engeance. Voilà, un des mystères. Et là, les événements, là, je vais passer peut-être là-dessus, mais les événements, c'est tout ce qui pourrait survenir dans la campagne. Vous n'aurez pas forcément d'idée au départ, mais ça, vous pouvez l'ajouter au fur et à mesure. Et c'est des événements que vous pouvez déclencher. La mort d'un personnage, ce qui pourrait être intéressante, une attaque d'une force ennemie qui pourrait intervenir à un moment, que sais-je. Là, on va passer les détails là-dessus. Et une fois que vous aurez tout ça, alors quand je dis tout ça, c'est que vous aurez certains des éléments de ces différentes catégories, et peut-être d'autres auxquels vous penserez, là, vous serez vraiment équipé pour lancer votre campagne. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout de suite. Vous voyez, rien qu'avec ça, juste ça, sincèrement, vous êtes capable de lancer le premier scénario, enfin de préparer en tout cas le premier scénario de la campagne. D'ailleurs, ça sera sans doute l'objet du prochain atelier JDR. Et vous voyez, à partir de ça, on n'a pas besoin de plus pour commencer la campagne. C'est ça en fait l'intérêt de la préparation de la toile de fond. C'est d'en avoir suffisamment pour être capable de commencer cette campagne et d'avoir des éléments dans lesquels piocher. Et ça s'étoffera bien sûr tout au long de la campagne.
Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous sera utile, que vous avez apprécié cet atelier JDR. Si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, hein, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu pour indiquer que ça vous a plu. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.